Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait Esoteria destinée de Julien Zawadzka-Pigault. C'est notre deuxième épisode sur cette œuvre, sur ce roman. Et aujourd'hui, nous lirons le chapitre 2. Si vous voulez entendre le chapitre 1 et le prologue, je vous invite à chercher sur ma chaîne YouTube la playlist Et si on lisait Esoteria destinée, tout simplement. Si vous cherchez le tome 1, il faudra dans ce cas chercher la playlist Et si on lisait Chimère Héritage, puisque Chimère s'est transformé en Esoteria au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et enfin, bien entendu, comme d'habitude, dans la description de cette rediffusion sur YouTube, ou dans la barre de lecture de la vidéo d'ailleurs, vous trouverez des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement là où bon vous semble. Ça peut aussi servir de marque-page, bref, c'est bien pratique. Voilou. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que sur cette lecture particulièrement, je vais mettre des informations en description de vidéo. Pourquoi? Puisque Esoteria destinée, écrit par Julien Zawadzka-Pigault, et bien en fait l'auteur Julien est l'un de mes amis très proches, donc voilà, vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de Mirani, d'ailleurs vous l'avez déjà croisé sur mes lives précédents, que ce soit des lives de jeux de rôle, des lives de jeux vidéo, des lives d'improvisation, on a fait beaucoup de choses ensemble en fait en live, ou bien sur sa chaîne Mirani TV directement. Bref, du coup, forcément, vu que c'est un auteur contemporain, vu que c'est un auteur vivant, contrairement à beaucoup des auteurs que je lis en live, eh bien, vous aurez la joie de le découvrir et de le soutenir sur tous les réseaux. Donc voilà, j'ai partagé ses réseaux sociaux dans la description de chaque vidéo de cette série. De même que l'Instagram de l'illustrateur de la couverture et de la carte du monde que vous avez bien apprécié la fois passée. Donc voilà, si vous voulez avoir tout ce détail, si vous voulez leur envoyer de l'amour, leur envoyer du soutien, n'hésitez surtout pas. Voilà, je crois que c'est écrit sur sa page Amazon. J'hésitais à le dire parce que même si c'est faux, ça peut être pris comme péjoratif, mais je crois qu'il l'a écrit comme ça quelque part. Donc Julien étant un écrivain amateur, il a, j'ai envie de dire, encore plus besoin de votre soutien qu'un professionnel, on va dire, ou qu'un confirmé, je ne sais pas quel mot employer. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire des retours, ça sera très gentil de votre part. Déjà sur le live numéro 1, vous avez été vraiment agréable et vraiment très sympathique, donc merci beaucoup pour l'ambiance que vous avez mise sur le live précédent, c'était vraiment cool. Euh, En plus, Birani est passé, il a fait pleuvoir les subs, ça n'avait aucun sens, mais c'était très cool aussi, hein, on va pas se mytho. D'ailleurs, petite parenthèse pour dire merci à Lily et Purple Book pardon, qui ont follow la chaîne pendant que j'étais en off. Et du coup, tout cela fait qu'on a dépassé les 500 follow la fois passée, je vous l'avais dit. Donc c'est très cool, merci encore. Et en fait, on a eu tellement de subs la fois passée que j'ai dépassé un cap qui me permet de débloquer un slot, donc un emplacement. Du coup, j'ai un emplacement pour une émoticône supplémentaire. Donc je pourrais ajouter une émoticône qui sera donc disponible pour les gens qui s'abonnent, qui se sub. Et cette émoticône a la particularité, en plus d'être une émoticône animée, ce à quoi je n'avais pas du tout accès jusqu'à présent. J'ai pas encore d'émoticône travaillé, j'ai pas encore d'émoticône imaginé. Si vous avez des envies particulières, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me les communiquer. Moi là, ce qui me vient à l'esprit, c'est soit de faire un truc avec des photos débiles, un peu dans l'esprit de mon émoticône débile, soit faire des émoticônes avec des petits nuages, animer un petit nuage, soit animer un texte, voilà, c'est quelque chose qui se fait aussi souvent sur Twitch. Mais pour le moment, j'ai pas l'idée. Je pense que ça va mettre du temps à arriver, je vais pas vous mytho, mais parce que je veux la réaliser moi-même aussi et je sais pas trop comment on fait, même si je pense savoir à peu près. Mais voilà, du coup, je pense que je vais attendre l'idée. Je suis quelqu'un qui aime prendre son temps et beaucoup trop réfléchir aux choses.
Donc je pense que je vais réfléchir énormément pour être pleinement satisfait de cet émoticône animé. En tout cas, merci parce que c'est grâce à vos subs qu'on débloque ce contenu. Et d'ailleurs, vu que j'ai débloqué on va dire un score d'abonnement, eh bien j'ai une nouvelle euh, jauge qui se remplit. Et on est à un sub de remplir cette jauge. Donc bah, de la même manière, si quelqu'un sub dans les semaines à venir, je pense, quoique ça dépend de quand les gens ont commencé à s'abonner, mais bon bref, si quelqu'un sub prochainement, très prochainement, ça serait éventuellement possible qu'on débloque une deuxième émoticône animée, ainsi qu'une émoticône classique comme j'ai déjà pour mes subs. Donc ça ferait plein de nouveautés, ça serait encore très cool. Et ça serait un régal de travailler là-dessus et de vous proposer ça. Voilou, c'était une petite parenthèse. Euh, je pense n'avoir rien d'autre à vous dire sur la chaîne ou ce genre de choses. Il y a des choses que je garde secrètes. Je vous en parlerai une autre fois. Je pense qu'on va se tourner vers la lecture assez rapidement puisque le live précédent a duré 1h45 plus que ce que je pensais. On a seulement lu un prologue et un chapitre, mais c'est vrai que le format d'Esoteria est un format assez grand. Donc en fait, pour lire un nombre de pages similaire à d'habitude, je mets plus de temps. Donc, j'ai un petit peu taffé le sujet, j'ai un petit peu regardé, feuilleté, et puis par rapport à ce qui s'est passé la fois précédente, bon, on va pas se mentir que j'ai beaucoup parlé la fois précédente aussi. Mais du coup, par rapport à ce qu'on a vu la fois précédente, j'estime qu'on va lire à peu près un chapitre par live. Et du coup, j'estime qu'on va faire. Alors attendez, je vais regarder combien il y a de chapitres. Il me semble qu'il y en a 7 ou 8. Attendez, je regarde ça brièvement. 7, je crois. Donc je pense qu'on va faire environ 7 lives sur ce roman. D'à peu près cette durée donc d'une heure et demie, 1h45, 2 heures, un truc comme ça. Je pense, je pense. C'est pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous attendre, mais bon, vous savez bien que je fais passer avant tout la qualité du live, enfin la qualité de la lecture surtout. Donc si à un moment je vois que ça devient trop long et que ça ampute à la qualité de la lecture, j'arrêterai plus tôt. Si à un moment je vois que je suis complètement dans le truc et que je peux continuer, que j'ai pas la voix fatiguée, que ça serait dommage, que ça serait dommageable à l'histoire de m'arrêter à tel ou tel moment et qu'il faut à tout prix que je continue, peut-être que je continuerai. Mais voilà, c'est pour vous donner une ligne directrice sur cette lecture. Bien, j'ai hâte de me replonger dans l'histoire. Je suis très heureux de voir que ça vous a vraiment botté apparemment. Des retours que j'ai eu du live, mais même des retours que j'ai eu pour l'Ardif et tout, apparemment, vous avez l'air de bien kiffer, donc ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment plaisir pour Julien, du coup, l'auteur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc que je voulais dire encore. Oui, les lives, j'en faisais un peu moins ces temps-ci. Je pense qu'on va partir sur une idée de un ou deux lives par semaine. Comme ça, on va pas trop rendre le rythme exécrable à suivre. Donc voilà, on va partir sur un ou deux lives par semaine. Je pense que je vais être assez peu en mesure de vous communiquer des emplois du temps comme je le faisais le lundi avec un programme de la semaine, etc. Je pense que je vais pas trop pouvoir faire ça parce que je travaille sur des projets divers et variés qui font que bah, je dois être disponible à certains moments imprévus, on va dire. De même que tout simplement, je vous en ai un peu parlé et c'est pour ça aussi que pris un peu cette distance des lives et ainsi de suite. Bah, j'ai envie de faire un peu d'autres choses aussi. J'ai envie que les lives restent un plaisir et pour qu'ils restent un plaisir, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu de recul et que je fasse d'autres choses aussi. Donc voilà, je vais faire moins de live, je vais faire des lives quand j'en aurai vraiment l'envie, quand j'en aurai vraiment... non, je me suis jamais forcé à faire des lives en vérité, mais que j'ai vraiment une envie pure, immaculée, complète de faire un live. Donc voilà, voilà un peu le topo. Je pense qu'on va partir sur un ou deux lives par semaine. Ça sera plus les créneaux habituels de lecture du mardi et du vendredi 21h. Mais il y a des chances que ce soit deux lives par semaine quand même. Euh, D'ailleurs, si vraiment on suit une logique, si vraiment il n'y a aucun imprévu et que j'ai toujours envie, il est possible qu'il y ait un live tous les 3 jours. Mais bon,
Là, je m'avance peut-être, je vous préviens juste comme ça, mais je m'avance peut-être. Pourquoi un live tous les 3 jours? Parce que je fais un live un soir à 21 h. Le jour d'après, je le saute. Le jour d'après, je mets la rediffusion sur YouTube. Donc déjà, je ne vais pas faire l'épisode 2 si l'épisode 1 n'est pas en rediffusion sur YouTube. Ce qui fait que le premier jour après la rediffusion, ça fait 3 jours après le live. Vous me suivez? Bref, du coup, tout ça pour dire que un rythme possible de live pour cette lecture, ça serait tous les 3 jours, si j'ai aucun imprévu, si je suis tout le temps disponible, et si je suis tout le temps à ce 100% d'envie, comme je le disais. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée, encore une fois, une ligne directrice euh, de ce à quoi vous attendre sur cette lecture. Mais je préfère ne rien promettre. Le meilleur moyen d'être tenu au courant de tout cela, c'est encore de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Discord, Instagram, Twitter, ou que sais-je encore. Euh, J'essaie de vous mettre, surtout sur Facebook, Discord et Twitter, c'est systématique. Dès que je fais un live, je vous ping dans la journée. Enfin, je vous ping pas forcément, mais en tout cas, je mets une publication dans la journée. Ça, c'est clair et net. Je mets une publication dans la journée pour dire que le soir, il y aura un live. Voili, voilou. J'essaie d'être le plus clair possible, le plus exhaustif et le plus concis à la fois, ce qui n'est pas évident. Bref, on va se plonger dans la lecture. Je vous souhaite la bonne santé à tous les amis et comme d'habitude de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé. On va se lire ce chapitre 2 que je vais donc découper en 2 parties parce que sinon ça serait trop long à lire d'une traite. Donc il y aura une petite pause à un moment. Et ça tombe assez bien, je trouve, toujours avec ce format du roman de Julien Zavadka-Pigault, qui est donc un roman de fantasy, d'aventure, et un roman, on en a entendu parler avec l'auteur l'autre fois dans le chat, un roman aussi fortement influencé par un jeu de rôle qu'organise Julien IRL. Et je trouve qu'il y a vraiment cette composante dans le roman, notamment dans son format, puisque je trouve, c'était déjà le cas dans le tome 1, et j'ai l'impression que ça va être le cas aussi dans ce tome, je trouve que chaque chapitre est un petit peu une péripétie, ça pourrait être, grosso modo, une campagne de jeu de rôle représenterait le livre dans son intégralité, et chaque chapitre représenterait une session de jeu, un scénario, avec voilà, presque un univers à découvrir à chaque chapitre, quasiment. Un nouveau voyage, quasiment à chaque chapitre. Donc je trouve qu'au final, c'est une découpe qui risque d'être assez legit et assez respectueuse du roman de Julien que de faire un chapitre par live. Donc ça tombe plutôt bien. On va commencer avec le chapitre, enfin on va commencer la lecture sans plus attendre. Le chapitre 2 qui s'intitule La civière. C'est très très énigmatique, ça fait un peu glauque, mais c'est d'autant plus énigmatique lorsque je vous dirai que civière est un acronyme, c'est-à-dire que ce sont des lettres qui tiennent lieu pour des mots d'une organisation ou que sais-je encore. En tout cas, ça s'écrit la C.I.V.I et ainsi de suite. Donc j'ai hâte de voir à quoi correspondent ces lettres et à quoi elles font référence. Ça m'intrigue vachement. Euh, je m'attends plutôt, là où la fois précédente on était dans un truc onirique, un peu horrifique, et où on retrouvait nos héros après un cauchemar et un sommeil cauchemardesque assez traumatisant. Euh, je m'attends plutôt ici à partir sur toujours une ambiance glauque, mais du coup moins dans le rêve. On verra, on verra. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vérité. Tout ce que je sais, c'est que je suis hype et que je suis complètement gagné par le suspense. Donc, on y va. J'ai trop parlé, comme d'habitude, j'ai envie de me foutre des baffes. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause, qui sera la seule pause de ce soir. On est y part. Et allons-y gaiement. Chapitre 2.
La civière. Un éclat de lumière parcourut le pont du Cyriella alors que le portail magique ouvert par Julie se refermait. Encore éperdus par leur précédente aventure, Julie, Finn et Ciri restèrent d'abord silencieux. La Cergriffe s'avança à tribord et admira le paysage qu'offraient les terres qu'ils venaient de parcourir. Une plage de galets, ces étranges ruines figées dans les airs et ces amas de papillons se conjuguaient en une fresque envoûtante. La jeune femme tressaillit. Les horreurs les plus indicibles se parent parfois de sublimes attributs. « Qu'est-ce que ça dit alors, vous l'avez trouvé ?» ?»« Vous avez tous des mines affreuses. En tout cas, ici, rien à signaler. Calmar doit préparer quelque chose de bon, ma foi. L'odeur n'est pas trop mal. » Tic, le canonnier, s'avança sur les planches du navire. Lui et le cuisinier avaient été chargés de veiller le Cyriella, pendant que le reste de l'équipage partait en quête d'une nouvelle pierre. Celui-ci s'était grandement réduit. Après la perte de Zach et de Joseph, le groupe avait longtemps erré en mer, tâchant d'éviter le cercle de fer, qui avait remué ciel et terre pour les retrouver. Talinsei, l'Ouméenne qu'ils avaient rencontré dans le désert d'Ouro, et Peter, le petit frère de Zach, avaient décidé de partir lorsque l'occasion s'était présentée. Un de leurs séjours sur une île accueillante, non loin du carrefour commercial de Tradenial, leur avait offert une chance de commencer une nouvelle vie. Aucun membre du cercle ne les avait vus en compagnie des autres membres du Cyriella, et Finn avait insisté pour que ses deux amis profitent de cette opportunité. Une fois que la tension était définitivement redescendue, l'aventure avait repris comme convenu. La lueur du fermoir de la déesse, agissant comme une boussole, bien que parfois rendue imprécise par la position de la pierre que possédait Vénilien Cergriffe, les avait amenés vers la 4e pierre. Julie, Finn, Ciri et Tic se dirigèrent vers les cuisines du navire, tâchant d'expliquer ce dont ils arrivaient à se souvenir. L'orage grondait. Le ciel gris mit finalement ses menaces à exécution en libérant un torrent continu sur la mer et le Cyriella. Les bruits de gouttes d'eau percutant les carreaux de la cabine du capitaine vinrent couvrir ceux du petit ciseau qui travaillait sans relâche depuis plusieurs minutes. Assise au milieu de la pièce, sur une chaise qui avait déjà traversé plus d'années qu'elle n'aurait dû, Finn ferma les yeux pour profiter davantage du bruit réconfortant de la pluie. Julie s'évertuait à couper les cheveux de son amant à l'aide des outils contenus dans une petite trousse de cuir qu'ils avaient trouvée en rangeant la cabine. Ciri, assise derrière le bureau, parcourait une nouvelle fois les tas de documents triés au prix de longues heures de travail. Je crois qu'on a vraiment fait le tour des informations qu'on pouvait obtenir de tous ces papiers. Je n'ai rien de plus sur la rébellion qu'avait menée Joseph, ou sur l'état et les positions de ses partenaires. Rien ne nous dit qu'ils soient encore en vie, ou encore prêts à prendre position contre le cercle. Et rien de plus sur ce Zalan, qui aurait partagé pas mal de choses avec l'ancien équipage du Cyriella. On en a déjà appris suffisamment. J'aurais aimé trouver quelque chose qui confirme la... Pardon, mauvais personnage. On en a déjà appris suffisamment. J'aurais aimé trouver quelque chose qui confirme la relation qu'entretenait le chancelier avec mon père. Son nom revient souvent. Ils avaient l'air d'être assez proches, et il ne m'en a jamais parlé, répondit Julie, tout en restant concentrée sur la tâche qu'elle effectuait. Finn songea aux paroles de Joseph lorsqu'il avait affronté le chancelier James. Serait-il de la même famille? Les cheveux de Finn formaient plusieurs tas conséquents autour d'eux. Quelques mouvements supplémentaires de la main de la magicienne terminèrent le travail. Libéré de ses longues mèches, le visage du nouveau capitaine gagnait en sérieux et en maturité. « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas trop mauvaise. » Portant un petit miroir autour du crâne de Finn, Julie fit de son mieux pour montrer à ce dernier sa nouvelle allure. « Je trouve que ça te va bien, » fit Ciri, qui n'avait pourtant pas l'air d'avoir levé les yeux du papier. Finn passa la main sur sa tête à plusieurs reprises. Sans l'ombre d'un doute, la fille de Joseph avait coupé court. Sur le point de la remercier, l'attention de l'homme fut happée par le fermoir posé à côté des documents sur le bureau. Sa lueur semblait avoir de nouveau gagné en intensité. Ciri se leva, s'approcha d'un des carreaux et plissa les yeux pour tenter d'y voir quelque chose. Une ombre se dessinait sur l'amas gris que représentait l'extérieur. Elle hocha la tête en regardant ses camarades. Julie claqua des doigts et des centaines de petites étincelles jaillirent des cheveux tombés sur le sol qui disparurent dans de légères volutes de vapeur. Réfugiés sous des bulles magiques qui entouraient chacun d'entre eux, l'équipage observait l'île sur laquelle ils étaient sur le point d'accoster. Fortement rocailleux,
Le gros du paysage était principalement assuré par un cratère massif qui crachait continuellement des amas grisâtres dans le ciel. Un sentier traversait une plage graveleuse et grimpait petit à petit sur le côté de la montagne. De ce côté, il n'était pas possible de voir exactement où celui-ci menait. Sans perdre de temps, Finn, Julie et Ciri s'emparèrent des équipements disposés au pied du mât du Cyriella. Ils avaient pris soin de tout préparer plus tôt dans la journée lorsque le temps était plus clément. Les sacs demeuraient au sec grâce à un enchantement de la magicienne. Les capitaines du navire ne purent s'empêcher de penser une nouvelle fois au confort que sa magie apportait, et qu'il était de plus en plus fréquent qu'ils ne remarquent même plus ses bienfaits jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Une barque fut mise à l'eau, et le groupe progressa rapidement vers la plage. Je m'inquiète toujours pour Tic et Kalmar, si quelqu'un venait à trouver le Cyriella, partagea Finn. Depuis que le navire jouit de ses pleines capacités, je suis assez sereine à ce sujet. Tic saura parfaitement se débrouiller, au moins pour s'enfuir, rassura la Sergriffe. À mesure qu'ils progressèrent sur le chantier, la pluie cessa. L'absence de sa mélodie particulière révéla un lointain grondement que semblait nourrir le pic qui s'élevait à leur côté. De petits flux de vapeur jaillissaient régulièrement de sous les rochers des alentours. L'un d'eux fit sursauter le seul homme du groupe. « Julie, au cas où ce caillou explose, tu sais maîtriser les volcans, hein ?»« Oh, ben oui, sans aucun doute, » ironisa la fille aux boucles rousses. Ciri leva la main droite pour signaler un arrêt à ses amis. Elle bougea légèrement la tête vers l'avant pour que ceux-ci regardent dans la direction de ce qu'elle avait remarqué. Deux petits êtres semblaient être en faction sur un rocher un peu plus gros que les autres. Les deux possédaient une peau verte. Les quelques segments qui dépassaient de leurs vêtements étaient souillés de saleté. L'un portait ce qui ressemblait à une armure de cuir clairement abîmée, ainsi qu'une seule botte trouée qui laissait dépasser un gros orteil. L'autre, recouvert de plaques de métal, arborait un seau rouillé en guise de casque. « Est-ce qu'on prend le risque de leur parler? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils me font penser à ce gobelin qui nous avait aidés à soigner Zach, » interrogea Ciri. À la prononciation de ce nom, les visages s'assombrirent. L'époque où Zach parcourait le pont du navire semblait déjà si lointaine. Julie tâcha de recentrer ses pensées sur leur objectif actuel. « Je vais au moins leur demander le chemin de... je ne sais où en fait. Je vais leur demander s'il y a quelque chose de particulier sur cette île. » Elle toussauta avant de hausser la voix. « Bonjour, miss. »« Alerte maximale, protocole B32 enclenché. Berfouche va prévenir l'avant-portier de service. » Juste après que le gobelin en armure de cuir eut hurlé de toutes ses forces, celui vêtu d'un seau sauta du rocher et s'avança quelques secondes avant de se cogner contre le paysage accidenté, puis de patienter un instant, de s'avancer de nouveau et se taper la tête une fois encore. « Est-ce vraiment nécessaire de déclencher l'alerte maximale? Nous ne sommes pas une menace, en réalité, nous... »« Taisez-vous » dit le gobelin avec dédain. « Berfouche est parti pour s'occuper de votre cas. Vous n'avez qu'à attendre le temps que nos procédures s'effectuent. » L'équipage du Cyriella observa Berfouche qui tournait en rond en multipliant les impacts contre les rochers. Julie échangea un regard désemparé avec ses amis. Elle tenta de nouveau. « Pouvez-vous nous dire combien de temps nous devrions patienter? » « Doutez-vous des compétences de mon collègue? C'est l'un des gardes les plus qualifiés de l'armée de Fisgoug le Grand. Figurez-vous. Patientez, c'est tout. » Ciri soupira en levant les yeux au ciel. Si ce garde était effectivement compétent, c'était surtout pour lui faire perdre patience. Elle s'avança à son tour en portant sa main sur son épée. Une petite détonation retentit, et une nouvelle voix prit la parole. « Allô, les amis, tâchez de respecter mes illustres collègues. » Revêtant toujours sa fidèle salopette, ses yeux rouges brillants sous son tricorne, Glouze se tenait fièrement, le bras tendu vers l'avant, les doigts de sa main droite joints vers le ciel et recouverts de poudre à canon. Finn riota à la vue du gobelin. Julie afficha un large sourire. Le garde, lui, ne semblait pas apprécier la venue du petit être vert. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Glouze? Les ordres étaient clairs. On veut plus te voir. T'as failli tuer ma sœur 11 fois. 11, c'est trop. Et figure-toi, mon bon Clicos, que dans mon infinie bonté, je suis venu vous signaler la présence d'un bourgif à collerette dorée sur la côte. Il vaudra mieux s'en débarrasser avant que le grand n'eût vent de sa présence. » Clicos jaugea un instant Glouze, qui garda un regard lourd et sérieux. Le garde déglutit. « Berfouche,
À moi! Sur la plage, vite! Il débaroula à toute vitesse en direction de la plage. Glouze, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis heureuse de te voir, dit Julie, dont l'humeur avait été embellie par l'arrivée de la personne qu'elle considérait comme son amie. Je sais, je fais souvent cet effet-là, Natacha. Figure-toi que c'est ma chère île natale, et que la 34e édition de la civière est sur le point de commencer, et j'ai bien l'intention de la gagner. Glouze s'avança jusqu'au rocher précédemment occupé par le garde, et commença à le tapoter un peu partout en grommelant continuellement. « Est-ce qu'on va vraiment lui demander de l'aide » interrogea Ciri à voix basse. « Je ne suis pas bien certaine d'avoir de nouveau envie de me reposer sur lui. » Il faut admettre qu'il a des méthodes un peu particulières. Mais ça s'est plutôt bien terminé la première fois, répondit Finn. Oui, j'espère tellement qu'il lui reste quelques bringouilles aux fruits. La magicienne fut observée d'un étrange regard provenant de ses amis. Elle semblait bien trop emballée par la situation. Sans attendre, elle s'avança et se mit à tapoter le rocher comme le faisait le gobelin. Que cherche-t-on, Glouze? Ah, un peu de renfort n'est pas de refus. Eh bien, il devrait y avoir un petit renfoncement quelque part avec un bouton qui ouvre une trappe vers la cité. Il s'agirait de le retrouver avant que ce grand naïf ne revienne. Et cette petite explosion qui s'est fait entendre juste avant que tu n'arrives, c'est bon signe? Oh là là, c'est un très mauvais signe. C'était mon dernier flingu au doigt. Je m'en sers pour attirer l'attention des gens quand je parle. Je vais devoir trouver d'autres astuces d'ailleurs. Le gobelin s'arrêta un instant. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est là. Un petit bruit de mécanisme et de rouage survint avant qu'une trappe ne soulève brusquement une bonne quantité de poussière et de cendres qui tapissaient le sol à quelques mètres d'eux. Par ici, Natacha, et les autres aussi, sauf si vous voulez rester à attendre Glycose. Personnellement, je ne peux pas le supporter. Finn et Ciri rejoignirent Glouze et Julie. De l'extérieur, ils n'entendirent plus que quelques sons de métal et de rochers qui s'entrechoquent avant que la trappe ne se referme sur eux. L'équipage fut forcé de baisser la tête pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que le corridor qu'ils étaient en train de traverser s'ouvre sur une salle taillée à même la pierre. Des rails ainsi que quelques chariots forgés dans un métal noir y étaient entreposés. Sous la terre, le ronflement de la montagne se faisait bien mieux entendre. Le gobelin invita tout le monde à prendre place dans les chariots déjà mis en place. « Un instant, Glouze. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour discuter » interrogea Ciri. « Bien entendu, grande perche. Dis-moi ce qui te tracasse. » Eh bien, sans vouloir t'offenser, nous sommes ici dans un but précis. Je ne sais pas si nous avons réellement le temps de t'aider pour la... civière, c'est bien ça? Oh, ne t'en fais pas. Il en faut bien plus pour me vexer. Qu'est-ce qui vous amène sous mon cher volcan d'ailleurs? Je veux bien admettre que mon nez n'inspire pas confiance, mais on peut s'entraider. Finn reprit la suite de la conversation. On cherche une pierre, pas n'importe laquelle, une petite qui aurait sûrement l'air précieuse. On a un objet qui gagne en luminosité au fur et à mesure que nous nous en approchons. Mais j'imagine que les pierres, ce n'est pas ce qui manque par chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concours? Qu'on sache dans quoi on s'embarque si on vient avec toi? Tu l'as dit, par ici on en fait des soupes de tous ces cailloux. Mais j'imagine que s'il en existe un spécial, Fisgoug le Grand saura sûrement où il se trouve. Même si j'ai toujours trouvé que c'était un imposteur. Je finirai par le démasquer. Et pour ce qui est de la civière, ça veut littéralement dire concours des inventions vertigineuses des illustres éveillés radieux et édifiants. Et j'ai bien l'intention de le gagner cette année, histoire qu'on me respecte à nouveau dans ce foutoir. Julie sautilla en tapant dans ses mains. Un concours d'invention? Génial! Elle s'était adressée à elle-même à basse voix, ne voulant pas partager sa jubilation. Glouze lui donnait l'impression de retourner en enfance et de vivre des aventures parfois dénuées de véritable sens, mais toujours drôlement amusantes. Ciri, sortant le fermoir de la déesse de sous sa cape, ne la remarqua pas. La relique, désormais sertie de 3 pierres, continuait de briller. Son côté le plus lumineux indiquait les pieds de la sergriffe. Il leur fallait descendre, et c'est ce que semblait vouloir le gobelin également. Quelque chose à savoir sur le trajet, Glouze? Bon, non, pas vraiment. On sera arrivé quand je vous dirai « Hé les gars, on est arrivé !» Ou alors « Eh oh, ça y est !» Ou encore « Eh, réveillez-vous, on peut descendre !» Quoi qu'il en soit, ça commencera sûrement par le son « Hey !» Ouais, sans aucun doute. Soyez vigilants. Guettez le son « Hey !» Visualisez-le, ressentez-le, vivez-le. Et soyez prêts. Le petit être avait terminé sa phrase en plissant ses yeux et en se baissant légèrement, tout en tendant les bras vers l'avant, les mains écartées.
Il s'était mis également à baisser la voix, à, à remuer les doigts et à jeter de brefs coups d'œil à droite et à gauche, ce qui avait donné l'impression que ses paroles renfermaient un mystère ou un complot que personne ne devait entendre sur le moment. Puis il adopta sans transition un comportement normal. En sautant dans le premier chariot prêt au départ, il reprit la parole. D'ailleurs, ça l'a guéri votre pote, là? Le maladif, là, avec mon huile. Il avait touché un point sensible. Glouze le remarqua. Eh ben, on dirait que vous n'avez pas eu une vie rigolote ces derniers temps. Une fois que tous furent installés, le gobelin actionna un levier situé sur le côté des rails. Un fort grincement retentit, et le tout se mit lentement à gagner en vitesse. Le groupe traversa un nouveau petit tunnel avant que l'espace gagne fortement en luminosité. Une vague de chaleur vint au même moment percuter le visage de l'équipage, alors que les chariots parcoururent des rails tenant sur d'inquiétants poteaux de métal, directement ancrés dans de la lave en fusion. Finn sentit son cœur s'accélérer alors qu'un frisson lui parcourut le dos. Un rapide regard vers Ciri et Julie, installés derrière lui confirma que la Sergriffe partageait son inquiétude. La magicienne, elle, se contentait d'afficher une mine surprise. L'insolite moyen de transport vrombissait parfois si fortement que le groupe agrippait les rebords métalliques des chariots jusqu'à s'en faire blanchir les phalanges. Dans un capharnaüm monstrueux, un nouveau rail surgit d'une paroi rocheuse pour progresser en parallèle du premier. Installé dans ce qui semblait être une bouée gonflable sur de petites roulettes adaptées, un gobelin armé d'un balai salua Glouze, qui lui rendit la politesse en faisant de grands signes de main. L'instant d'après, le nouveau chariot fit une chute vertigineuse droit vers le magma, le second rail révélant une partie complètement hors d'usage, à moitié effondrée. Bordel, je ne me souvenais plus de son nom, et maintenant je ne peux même plus lui demander. Affichant un parfait mélange de peur et de consternation, Finn cria pour que sa voix porte au-dessus du vrombissement qui ne cessait de gagner en puissance. Ça arrive souvent, ce genre d'incident? Régulièrement, ouais. Mais t'inquiète pas, j'ai emprunté ce rail le mois dernier. Tâchez de vous amuser. Joignant le geste à la parole, Glouze leva les bras et cria de joie, alors que leur embarcation emprunta une série de loopings. Ciri serra aussi fort que possible ses affaires pour qu'elles ne connaissent pas le même destin funeste que le précédent gobelin qu'ils avaient rencontré. Finn ferma les yeux, le visage complètement blanc. Julie hurla en levant les bras à son tour. Plusieurs minutes plus tard, beaucoup trop longues pour les uns, bien trop courtes pour les autres, les chariots s'arrêtèrent sur une grande plateforme suspendue. L'équipage du Cyriella débarqua sur ce nouveau lieu insolite, et Finn tomba sur ses genoux, pris de haut de cœur. Le gobelin s'empressa de prendre quelques mètres d'avance sur les autres, se tint sur un pied pour faire un tour sur lui-même, tapa dans ses mains et déclama avec joie « Hoi tout le monde, on est arrivé à destination !» La plateforme n'était que la première d'une longue série reliée par des ponts plus ou moins rassurants. Certains, faits de cordes et de vieilles planches, semblaient pouvoir s'écrouler à tout instant. Sur la plupart de la surface disponible étaient construits des bâtiments particuliers. Comme si on avait voulu recoudre un pantalon en appliquant des pièces de tissu bariolé, mais que ce pantalon était une bâtisse, et les pièces des morceaux métalliques. Des torches accrochées çà et là, ou des guirlandes composées de petites ampoules, complétaient l'éclairage provenant de la lave située dans le gouffre du dessous. L'ensemble composait une cité très verticale, qui semblait remplir la totalité de la cavité. Un brouhaha mêlant paroles, bruits mécaniques et sons inconnus surpassait légèrement le ronflement volcanique et parvint jusqu'aux oreilles de l'équipage. « Hé, vous, là !» Quelqu'un s'approcha du groupe derrière Glouze d'une démarche hasardeuse. « C'est complètement interdit aux non-gomblas par ici. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ?» Ces deux créatures sont là pour mon invention de demain. Vous avez devant vous le prochain grand gagnant de la civière, et leur usage m'est indispensable. L'inconnu grommela dans une petite barbe rousse avant de reprendre. Moi, ce que j'en dis de toute façon, aucune règle n'est respectée dans ce taudis géant. Circulez, et plus vite que ça, j'attends du monde. Glouze fit un signe au reste du groupe qui se hâta de le rejoindre pour franchir un premier pont qui les fit pénétrer dans l'insolite cité. De manière surprenante, les structures arrivaient à former des rues et des passages. Des marchands, musiciens et simples passants y donnaient une vie digne d'une grande ville commerciale. Certains regards étranges furent jetés, et quelques sourcils froncés au passage de Finn, Julie et Ciri, mais ils comprirent rapidement que l'improbable faisait partie du quotidien des gobelins résidant ici. S'aventurant dans une petite ruelle à l'éclairage diminué, Glouze finit par emprunter une échelle qui grimpait sur un toit,
où était installée une humble maison aux murs pas très droits. L'extérieur était aménagé d'un vieux canapé troué, dont les ressorts avaient percé le tissu en plusieurs endroits. La vue depuis ce perchoir était assez surprenante. On pouvait apercevoir une bonne partie de la cité suspendue, ainsi qu'un des flux majeurs où bon nombre de gobelins circulaient avec énergie. « C'est au bout de cette rue que se trouve le Giga-Colisée, » dit Glouze en la pointant du doigt. « C'est là qu'a lieu le concours de demain. Mais d'abord, laissez-moi vous accueillir convenablement chez moi. » Glouze s'avança vers sa demeure et tourna la petite poignée circulaire de la porte. Dans un vacarme ahurissant, celle-ci s'écroula en arrière. Un boulon fut projeté vers le visage de Ciri, qui eut le temps de faire un léger mouvement pour éviter qu'il ne la blesse. « Ça arrive, tout arrive, fit le gobelin. L'équipage du Cyriella se laissa mener une nouvelle fois, quelque part fasciné par la découverte de cette petite civilisation et du foyer de Glouze. S'attendant au pire et voulant perdre le moins de temps possible, Ciri entra en première. À sa grande surprise, elle trouva l'antre du gobelin plus séduisant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ce qui pouvait être qualifié de salon occupait la majeure partie du rez-de-chaussée. Des chaises et de gros coussins colorés meublaient le tout. Un bureau était installé dans le fond, en désordre complet, recouvert de pièces mécaniques et d'objets non identifiables. Des ampoules enveloppées d'une sphère de tissu et formant une grande guirlande offraient une ambiance tamisée plutôt relaxante. Une échelle tordue menait à une mezzanine qui semblait servir de chambre. Un matelas y était caché sous une couverture au motif de lézard crachant des flammes. « Les amis, installez-vous » Le groupe s'exécuta et prit place dans les gros coussins. Glouze fouilla dans un coffre de bois posé contre un mur et sortit un sachet de biscuits multicolores. Julie fut ravie. « Oh, c'est des bringouilles » fit-elle joyeusement. « Ouais, ma petite dame, et ils sont frais, ceux-là » La magicienne plongea volontiers sa main dans le petit sachet pour attraper plusieurs biscuits qu'elle s'empressa de manger. Ciri et Finn refusèrent poliment d'y goûter. Ce dernier s'adressa au gobelin. « Si j'ai bien saisi, ton concours se passe demain. C'est bien ça. » Glouze hocha la tête en mastiquant. « Est-ce qu'on peut profiter de la soirée pour chercher notre pierre? Tu saurais nous dire où trouver Fisgoug ?»« Oui et non. Je ne pense pas qu'on vous cherche des noix en ville, que vous soyez gobe ou pas. Les gens se fichent pas mal de qui vous êtes tant que vous faites pas sombrer leur plateforme dans la lave. Pour Fisgoug, personne n'a le droit d'aller dans son château. Mais il sera là, la civière, c'est lui qui préside. De mon côté, il faut que j'aille dans le trou d'inspiration. Je connais pas de meilleur endroit pour trouver des idées de folie. »« C'est loin d'ici? Je peux venir ?» demanda Julie. « Ce serait plus judicieux que tu restes avec nous au cas où nous avons besoin de ta magie, » fit remarquer Finn. Ciri se leva et jeta un œil sur la ville par un petit hublot. « À part finir carbonisé, je ne pense pas qu'il y ait ici le moindre risque ou danger que nous ne sachions surmonter à deux, Finn. » Julie sourit à la remarque de son ami. Le capitaine du Cyriella acquiesça. « Youpi! Natacha vient avec moi alors. Évitez tout de même de dire partout que vous cherchez un caillou stylé. Il y a moyen qu'on veuille vous le piquer sinon. » Le groupe profita un peu plus du confort prodigué par la maison de Glouze avant de sortir et de redescendre dans la rue. Julie suivit le gobelin, tandis que Finn et Ciri prirent la direction que la lueur du fermoir de la déesse indiquait. La magicienne fit un signe de la main à ses amis, alors qu'elle traversait une passerelle faite de cordes et de ce qui semblait être du linge sale. « Ce trou d'inspiration, il est connu par ici? C'est une coutume gobeline ou quelque chose dans le genre ?»« Du tout, mon genou. C'est un coin que je suis le seul à connaître. Enfin, de vivant, je veux dire, » répondit Glouze. « De vivant? Bah ouais, il y a pas mal de dessins sur les murs et c'est pas taillé naturellement, si tu vois ce que je veux dire. Ça a bien dû servir à quelqu'un avant moi. » La réponse du Glouze laissa la magicienne songeuse. Pour la première fois, sa joie enfantine se dissipa légèrement. Elle ressassa des tas de questions qu'elle et ses amis s'étaient posées à des dizaines d'occasions sur la quête qu'ils poursuivaient. En se laissant guider par l'être verdâtre, elle revisualisa les dernières semaines qui s'étaient écoulées. Plus dans le but de réengager la conversation que par curiosité, elle en vint à demander « Ce garde qui parlait de sa sœur et des 11 fois, je crois, où tu l'as mise en danger, c'était vrai ?»« Ha vrai de vrai, mais il exagérait un peu. C'était une simple histoire de grippin défectueux et d'une gobeline un peu trop accro aux tartines grillées recouvertes de beurre salé. » Julie ne put s'empêcher de rire. L'attention de Finn et de Ciri fut dirigée vers un grand panneau peint à la main d'un rouge éclatant. Giga-Colisée, l'arène des génies refoulés.
La Sergriffe tendit le fermoir à son ami pour qu'il puisse l'observer. Sans aucun doute, il leur fallait rentrer dans ce qui se présentait comme une gigantesque arène entourée de gradins, présentant une architecture fidèle au reste de la cité gobeline. De grands grillages étaient installés tout autour pour y compliquer les intrusions. 2 gobelins veillaient sur une arche qui semblait servir d'entrée. Ils portaient un uniforme semblable à celui que revêtait Clicos, mais dans un meilleur état. Ce dernier n'était sûrement pas encore revenu de la plage. Un étrange bâton de métal scintillant était accroché à leur dos par une lanière de cuir. Ce qui ressemblait à un sifflet leur servait de pendentif. Les capitaines du Cyriella s'approchèrent. Finn tout sauta, pour s'éclaircir la voix, et capter l'attention. Puis parla en premier. « Bonjour, messieurs. Comme vous pouvez facilement le constater, nous n'avons pas vraiment l'habitude de visiter votre charmante cité, et nous aurions un immense plaisir à découvrir votre giga-colisée qui semble être un incontournable de l'endroit. Serait-ce possible d'y entrer ?» Les gobelins s'échangèrent un regard blasé. « Il nous prend pour qui, l'autre ?»« Je sais pas, il doit pas savoir non plus. Il a l'air de pas savoir. Est-ce qu'il sait seulement qu'on sait qu'il a pas l'air de savoir ? Je sais pas. » Finn tenta de nouveau, un peu gêné. « Alors, c'est possible ?» Les gardes continuèrent de parler comme s'ils ne pouvaient pas les entendre. « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il va pas démordre, je crois. Il a le visage du gars qui démord pas. Et la femme à côté est flippante. On dirait ma tante ou ma belle-mère quand je lui ai dit que je ne mangerais pas sa tarte au foin. » « Bah, fais lui faire le tour vite fait. S'ils font leur lourdingos, tu siffles. J'appuie sur le bouton et je fais tout exploser. » « Ouais, ça me va. » Le gobelin qui venait de parler en dernier reprit. « Ils peuvent me suivre s'ils veulent. Sinon ils se cassent, moi ça m'irait tout autant. » Ciri se frotta les yeux et soupira. Finn haussa les épaules. « Si, on vous suit, on vous suit. » Le giga-colisée prenait la forme d'un stade, ou plutôt d'une arène. Des gradins composés de bancs et de chaises étaient agencés sans logique particulière tout autour d'un grand espace circulaire dont le sol semblait être de la pierre noire et brute. L'endroit avait peut-être été construit sur un pilier rocheux naturel qui devait donc servir d'important maintien au reste de la cité. Des affiches faites à la main étaient installées à peu près partout, indiquant l'événement du lendemain. Au milieu de l'arène se trouvait, posée sur un piédestal, une imposante ceinture en cuir rouge sertie d'une multitude de pierres colorées et brillantes. La plupart d'entre elles étaient agencées circulairement pour mettre en exergue la présence d'une gemme particulière. D'un orange vif, elle semblait parcourue de petits remous, si bien qu'on pouvait croire à une sphère de verre enfermant une petite quantité de magma en mouvement. Un échange de regards s'effectua entre Finn et Ciri. Lorsque le gobelin leur tourna le dos pour se lancer dans un long monologue explicatif sur la particulière structure des barrières que son cousin construisait non loin dans la ville, la Sergriffe observa une nouvelle fois le fermoir. Il n'y avait plus aucun doute. La gemme qui servait de décoration à la ceinture était l'objet de leur séjour sous le volcan. Finn, à l'aide d'acquiescements et de mots ponctuant les fins de phrases du gobelin, fit de son mieux pour faire diversion. La femme s'avança vers le piédestal. « Il ne faut pas sous-estimer la folle complexité de l'enchevêtrement du maillage de celle-ci. Voyez-vous » Le garde-vert tourna la tête un peu par réflexe pour s'assurer que son auditoire fut captivé. « Hop, 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 on s'approche pas du trophée !» Sans écouter les paroles du capitaine du Cyriella, le gobelin saisit son bâton de métal, appuya sur un bouton dissimulé dans ce dernier, qui se mit à vrombir et à produire de petits arcs électriques. Conscient que la simple présence de son arme ne suffirait peut-être pas à stopper Ciri, il joignit le geste à la parole. « On va s'arrêter là, hein ? Merci de faire de vous éloigner du trophée de demain ou je vous disparibilise sur le champ. » L'être vert tendit le bras. Le bâton cracha un rayon bleuté qui vint s'écraser sur un caillou à quelques mètres de la femme. Juste après une petite détonation, la pierre avait complètement disparu. Et c'est la fin de la première partie de lecture de ce soir, les amis. Je vous rappelle que je fais une découpe arbitraire, même si l'auteur, à cet endroit, fait une ellipse ou passe d'une aventure à l'autre. C'est quelque chose que fait beaucoup Julien. On l'a vu dans le tome 1 déjà, et on l'a revu dans le tome 2. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes, donc plusieurs actions simultanées, et il passe de l'un à l'autre. Donc là, on était sur le groupe de Finn et Ciri qui vont voir le Giga Colisée. Je pense que après le petit passage de ligne et ce petit signe distinctif, ce petit tiret, on va passer à un passage avec Julie et Glouze, certainement. Mais en tout cas,
pour le moment, je m'arrête de lire. On se marque une courte pause. On se marque une courte pause. C'est vrai que vraiment, ça m'étonne à quel point je mets du temps à lire ce roman. Mais en fait, c'est parce que, encore une fois, c'est dû au format. Euh, euh, j'ai pas l'impression pourtant que les pages ne soient trop chargées. Mais c'est vraiment parce que le format du bouquin est quand même relativement grand. Ce qui fait que par rapport à mon habitude de lecture, je suis étonné quoi. Je suis en mode, bah mince, d'habitude j'aurais lu ce nombre de pages dans beaucoup moins de temps. Mais forcément, les pages étant plus grandes, il y a beaucoup plus de caractères, donc beaucoup plus à lire. Vraiment cool, je suis complètement dedans, je suis complètement dans l'ambiance. C'est exactement le genre d'ambiance que je kiffe dans les romans de Julien. Déjà dans le tome 1, c'est forcément aidé par le retour d'un personnage que j'avais fortement apprécié et l'un des passages que j'avais préféré du tome 1, à savoir le personnage de Glues. Donc ça rend super bien. Et ça me fait aussi penser, encore une fois, on est toujours dans ce délire fantasy, aventure, et très inspiré du jeu de rôle ou très apparenté quelque part au jeu de rôle. Forcément, moi j'ai joué à beaucoup de jeux de rôle avec Julien, que ce soit moi en maître du jeu, lui en maître du jeu, ou nous deux en maître du jeu commun, parce qu'on s'est partagé un jeu de rôle pendant longtemps. Donc je vois un peu sa manière de construire des personnages, sa manière de construire des intrigues, etc. Donc c'est vachement marrant. Euh, et, euh, et je trouve que c'est l'un de ses points forts justement de créer des personnages assez hauts en couleur et assez absurdes slash marrants slash intrigants. Euh, Là, je trouve que le traitement de tous les personnages gobelins est super marrant. Donc, ouais, franchement, ça, j'aime beaucoup, je trouve ça très réussi. Euh, et ouais, la palette de personnages est toujours intéressante. D'autant que je me suis fait cette réflexion-là. Il y a ça aussi qui joue. Le fait que ce soit le tome 2, je vais peut-être pas forcément avoir beaucoup plus à dire que ce que j'ai déjà dit lors de la lecture du tome 1. Mais du coup, ça approfondit aussi le truc. Ça approfondit aussi la connaissance de l'univers, la, l'attachement qu'on peut avoir aux personnages et du coup l'analyse aussi que je peux avoir des personnages et de leurs liens. Et je me rends compte par exemple que les relations entre les personnages au sein de l'équipage sont très cool, je trouve. Alors, si je dis pas de bêtises, on a Talinsei et Zach, je crois que c'est ça. Je sais plus. Il me semble que c'était Talinsei et Zach dont on nous a dit qu'ils avaient quitté l'équipage aussi vite que possible. Ah non, c'est Peter, pardon. C'est Peter. Puisque Zach est mort. Mais du coup, ouais, que Peter et Talinsei aient quitté l'équipage, que l'équipage du coup soit très réduit, mais que ce soit les personnages qu'on connaît le mieux. Calmaretti en personnage secondaire, voilà, mais qui ont quand même leur personnalité assez marquée. Et surtout, Finn, Julie, Siri, qui forment un trio très intéressant, je trouve, parce que c'est un trio où ils peuvent tous marcher par binôme. Et ça, je trouve ça très très cool. Toutes leurs relations sont intéressantes et on peut les voir évoluer de manière différente. Julie et Finn, parce qu'ils ont leur histoire d'amour et aussi un peu cet attrait à la magie et à la connaissance, ce genre de choses. Finn et, Siri, qui peut-être ont moins le côté candide de Julie. On l'a vu avec Glouze. Donc voilà, qui sont peut-être un peu plus alertes, un peu plus prudents. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, ils partagent quelque chose comme ça dans l'intuition aussi du danger. Qui en fait de bons co-capitaines, comme on disait lors du live précédent. Et enfin, Siri et Julie, qu'on a vu par exemple. C'était quoi tout à l'heure, je me rappelle plus.
mais on les a vus tout à l'heure dans le dialogue un petit peu s'acquiescer l'un l'autre. Ah oui, non, c'était voilà, c'était Ciri qui avait permis à Julie de partir avec Glouze en disant bah c'est bon, moi je peux aller avec Finn. Donc voilà, qui ont quand même aussi une certaine, je sais pas si on peut dire amitié, je sais pas à quel point va leur relation, mais en tout cas une certaine sympathie l'une envers l'autre, et qui donc peuvent aussi, selon l'intelligence et le besoin du moment, bah, se défaire de leur duo naturel, on va dire. Donc c'est vachement cool, je trouve que dans ce triangle, tous les duos soient permis, parce que ça ouvre multitude de possibilités. Donc ça j'aime beaucoup. Et ouais, on s'attache plus au personnage d'avoir resserré sur ce trio, même si ça a toujours été le trio principal, on va dire. Je dirais avec Joseph un peu avant. Donc un quatuor, mais bon. Hum, Et là, un quatuor reformé avec Glouze, qui est drôle, qui est très drôle. Il me tue de rire. Les gobelins, j'aime trop. Et du coup, quand on a appris ce qu'était la civière, enfin bon, bref. C'est typiquement le genre de délire à la Julien que je kiffe. Tu lis le titre du chapitre, la civière, tu te dis putain, ça va être glauque, ça va être un truc je sais pas moi, dans un hôpital désaffecté ou que sais-je, un truc un peu chelou, un peu glauque. Et ouais, que la civière veuille dire concours des inventions vertigineuses des illustres éveillés radieux et édifiants, et que la phrase en elle-même veuille pas dire grand-chose. Enfin, si, elle veut dire quelque chose, mais que ce soit un peu absurde, quoi. C'est un contre-pied complet, mais qui est vachement fun. Et ouais, non, franchement, je trouve que ça marche très très bien. Euh, et encore une fois, je trouve que on est vraiment sur des mécaniques s'approchant du jeu de rôle. Parce que là, l'organisation d'un concours, avec l'idée que bah, ce que les deux groupes cherchent, c'est la récompense du concours. Et voilà, que tout cela se mette en place de cette manière, je trouve que ça fait très jeu de rôle en soi. Et c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Je serais peut-être même. Je mettrais peut-être même une pièce justement sur le fait que Ciri et Finn, après avoir vu que la récompense était une des pierres pour le fermoir de la déesse, vont vouloir participer au concours. euh, Carrément de leur plein gré, j'ai envie de dire, pas seulement pour aider Glouze. Euh, Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à créer une invention à l'arrache? Ça pourrait être un délire très marrant, je les imagine trop faire ça, mais je sais pas si ça va aller jusque là, mais ça pourrait être très drôle. Genre qu'ils inventent une invention éclatée au sol, mais juste pour participer, et qu'ils essaient d'argumenter à fond pour gagner. Ça serait très drôle. Je sais pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ça promet une fin de chapitre intéressante. Bien, je vais poursuivre tout de suite la lecture parce que, comme je le disais, les chapitres, enfin les pages sont assez longues à lire. Et lors du live précédent, je ne pensais pas avoir lu pendant autant de temps. Je ne pensais pas que le live avait duré aussi longtemps. Donc je vais essayer de faire le plus efficace possible et de m'y remettre. Je suis reparti de nouveau pour à peu près le même nombre de pages, il me semble. Oui, c'est ça. Donc ça devrait prendre environ le même temps, à savoir, je crois que ça a pris une petite trentaine de minutes, un truc comme ça. Donc voilà, on doit être parti pour 30 minutes de lecture. De nouveau, je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live, bien entendu. Hop. Chapitre 2, suite et fin. Glouze patienta un instant, le temps que les passants soient assez éloignés de lui. Il déplaça une grande benne à ordures avec l'aide de Julie. Un étroit passage, taillé à même la roche, fut révélé. « C'est par là. Tâche de bien remettre la poubelle. Je ne veux pas trouver des squatteurs dans mon trou secret. » Les parois du tunnel étaient parsemées d'alvéoles, de petites crevasses et d'anfractuosités qui portaient des sons à l'origine inconnus. Le vrombissement de la montagne semblait parfois changer de tonalité, créant presque une étonnante mélodie. L'obscurité commença à combler totalement l'espace. « Quel idiot! J'ai oublié ma torche à la maison. Faut qu'on fasse demi-tour. » Julie claqua des doigts et fit apparaître une petite boule de feu dans sa main droite qui apporta un large éclairage. «
Natacha, tu es vraiment exceptionnelle. La magicienne sourit à Glouze. La lumière révéla ce qui ressemblait à un petit temple à moitié effondré. 2 colonnes en pitoyable état entouraient quelques marches menant à un autel taillé au sein même d'un minerai bleuté. Des inscriptions y étaient gravées, mais Julie ne sut les lire, à part un mot, écrit dans un langage plus récent. Nuesa. Glouze, tu sais ce que ça veut dire? Na, mais l'usage de ce truc est très simple. Tu te poses devant, tu poses ta question, et soit tu entends le murmure, soit tu deviens complètement toqué. La femme parut perplexe. Je crois que tout ce gruyère, Poursuivit le gobelin en pointant du doigt les nombreuses irrégularités des parois, porte notre voix quelque part, que quelque chose l'entend et nous répond, ou nous rend fous. On a retrouvé pas mal de concitoyens totalement tarés dans la rue adjacente il y a longtemps, avant que je ne découvre moi-même la cavité et que je la cache. Je suis un peu le héros caché de cette ville. Comment peux-tu être certain que ça n'ait pas le même effet sur toi? Bon, je l'ai déjà utilisé quelques fois et regarde-moi, aussi sain qu'un nouveau-né. Glouze désigna son visage en le pointant du doigt et papillonna des paupières. Bon, et c'est pas tout, mais il faut que je trouve l'idée du siècle pour demain. Il prit place devant l'autel et ferma les yeux. Quelle serait la plus fantastique des inventions pour gagner la civière? Sa voix sembla aspirée par un flux d'air qui sortit d'une des brèches murales pour rentrer dans une autre. Puis des murmures surgirent de l'ensemble de la grotte, en direction du gobelin. De nombreuses voix chuchotaient à l'unisson, sans que Julie puisse comprendre ce qu'elles étaient en train de dire. Le silence retomba soudainement. Youhou! Je sais exactement ce que je vais préparer. Ça va tout déchirer. Glouze sautilla dans la grotte. Hésitante, la magicienne lui demanda. « Tu penses que je peux essayer? Je veux dire, j'ai peur de devenir folle. » L'être verdâtre rigola. « Si tu veux mon avis, tu l'es déjà complètement. T'as une flamme dans la main, ma belle. Et puis, la folie, c'est subjectif. » Affichant un sourire à demi convaincant, Julie s'avança à l'endroit où se tenait son ami il y a un instant et prit un temps pour réfléchir. Quelle question pouvait-elle poser? Il y en aurait sûrement des dizaines, voire beaucoup plus, mais son esprit s'accrocha à la quête que le Cyriella poursuivait depuis déjà longtemps maintenant. Cette quête qui lui avait déjà coûté son père. Où nous mène le fermoir de la déesse? Le même phénomène de sons et de murmures se déroula dans les ruines du petit temple. La magicienne entendit de nombreuses voix s'adresser à elle, après que la sienne eût été déformée par les canaux rocheux. Elle eut l'impression de se parler à elle-même, de se donner des conseils, puis de les contredire. De plus en plus fort, les échos se transformèrent presque en cris, continuant à prononcer des énoncés contradictoires. Julie trembla et sentit une douleur naître dans son crâne. Puis, plus puissamment que toutes les autres, une voix s'adressa clairement à elle. Aucun repos ne pouvait exister, aucun confort, aucune tranquillité ne pouvait être ressentie tant qu'ils n'avaient pas prouvé aux autres leur supériorité. 8 gargantuesques entités de pierre, de roche, de minerais s'affrontaient dans un espace infini dénué de temps. Leur conflit sans fin égrena leur corps. Les parts d'eux-mêmes détachées sans cœur ni conscience formèrent un monde né du chaos. Bien que titanesques, leurs corps diminuèrent, au contraire de leur rage qui jamais ne faiblissait. Inéluctablement les titans disparurent un à un jusqu'au dernier. De leur existence ne restait que leur cœur, sublimes gemmes aux couleurs et aux motifs merveilleux. Ces 8 gemmes, quintessence de leur pouvoir et de leur volonté, tombèrent à la surface de leurs restes inanimés. Aveuglés par leur fureur, ils ne virent jamais comment ils s'étaient unis, contre toute attente, pour créer un monde au cœur duquel reposaient désormais les leurs. Julie ouvrit les yeux sur le visage de Glouze, qui la secouait vivement. « Bordel, tu m'as fait peur! Je suis jamais tombé dans les pommes, moi! Ça va, t'as pas perdu la tête, hein? T'as pas envie de t'enfermer dans un cube avec des inconnus et un son si fort qu'il te donne mal à la tête? » Non, je... Pas envie de hurler ton avis à tout le monde sur des sujets pointus alors que tu n'y piges que dalle? Eh bien... Pas envie de faire d'une de tes particularités physiques le combat véhément de toute une vie? Non, non, c'est... Ah, et bah tout va bien, ma grande. Reprenant ses esprits, la magicienne s'agaça. Mais laisse-moi respirer. Glouze se gratta la tête. Oui, oui, pardon. C'est que je me suis inquiété. Et qu'on vous y revoit plus! Finn et Ciri s'éloignèrent du giga-colisée. Cette dernière jeta un regard noir au garde-gobelin.
Sans Finn, elle lui aurait sûrement réglé son compte. Il avait su la raisonner. Mieux valait ne pas s'attirer d'ennui dans la ville de Glouze, lui qui semblait déjà ne pas toujours y être le bienvenu. On aura de meilleures occasions demain. L'attention ne sera pas portée en permanence vers la récompense du concours et les gardes auront sans doute des dizaines de choses à faire, fit l'homme. Peut-être, oui. Et avec un peu de chance, Glouze gagnera et acceptera de nous donner la gemme sans plus de complications. C'est bien là le souci dans ta phrase. Sans plus de complications. Ça ne nous est jamais arrivé. Finn dut bien reconnaître qu'ils avaient un certain talent pour attirer le danger et les anicroches. Les deux amis quittèrent la grande plateforme du Colisée et redescendirent une rue animée. Marchandises et stands commençaient à être rangés. La plupart des gobelins consultaient de petites montres à gousset qu'ils gardaient dans leurs poches et convenaient qu'il était bien l'heure de s'arrêter. Une bonne partie d'entre eux se sépara pour prendre la direction de leur demeure, tandis qu'une autre partie se dirigea vers ce qui semblait être un bar. Une enseigne bricolée dans des débris à moitié rouillés représentait le squelette d'un poisson. Les deux capitaines du Cyriella passèrent devant l'établissement directement ouvert sur la rue. Une ambiance joyeuse s'y faisait entendre. Des rires et des chants se mêlèrent à des commandes de boissons et de nourriture criées assez fort pour que l'unique serveuse, visiblement débordée, puisse les entendre. Le gros des clients du bar commentaient ou participaient à un jeu de toupie qui prenait place dans le fond de l'endroit. Finn leva les yeux et lut « À l'arrête-toi ». « Viens, Ciri, je te paye un verre. »« Tu plaisantes ?»« Non, je compte bien essayer de te détendre un peu. J'ai peur que tu finisses par vouloir m'assassiner moi aussi. » plaisanta l'homme. La serre-griffe n'était pas très emballée, mais elle vit facilement dans le regard de son ami qu'il n'allait pas démordre de son idée. Ils s'installèrent au seul tabouret disponible et s'accoudèrent directement sur le bar. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Un gobelin coiffé d'un bandana orné de plumes et vêtu d'une petite chemise, qui fut sûrement blanche un jour, attendit la réponse des deux amis en essuyant des verres sales. « J'avoue que nous ne sommes pas d'ici et... »« Sans blague, j'aurais jamais deviné !» ironisa le barman en parlant en même temps que Finn. « Je ne sais pas trop quoi prendre. Vous nous conseillez quelque chose ?»« Pour vous, je dirais une liqueur de brouette, c'est pas trop fort. Assez goûtu quand même, et vous trouverez ça nulle part ailleurs. » Eh bien, va pour 2 liqueurs de brouette alors. Des cris de joie et de déception se mêlèrent lorsque le résultat d'un match de toupie fut déclaré. La serveuse enchaînait les allers-retours entre les tables et le bar à un rythme déjanté. « V'là vos 2 brouettes, buvez pas trop vite quand même. »« Merci, je vous dois... » Finn réalisa en posant sa question qu'il n'était même pas certain de connaître la monnaie locale et qu'il n'avait peut-être pas de quoi payer. La réponse du chef de l'établissement le rassura. « Oh, rien du tout. Faut dire qu'on croise très peu d'étrangers par ici. Mais à la condition que vous mettiez un peu de musique, je supporte pas tout... Pardon. Bon, rien du tout. Faut dire qu'on croise très peu d'étrangers par ici. Mais à la condition que vous mettiez un peu de musique, je supporte pas tous ces joueurs de toupie. » Le gobelin indiqua d'un gros doigt joufflu un dispositif cubique, non loin de lui, orné de ce qui ressemblait au bout d'une trompette. Un gros bouton rouge semblait être le seul moyen d'interagir avec la machine. La simple pression de celui-ci déclencha une musique entraînante digne d'une taverne à ses meilleures heures. Le capitaine du Cyriella vient se rasseoir à côté de Ciri, qui venait de goûter le breuvage servi. « Alors, ça donne quoi ?»« Julie aimerait sûrement. » Finn ria de bon cœur. La serre-griffe afficha un léger sourire avant de continuer la conversation. « Tu as une idée de la durée restante de notre quête ? Je n'arrive pas à imaginer une fin, ni même une vie après ça. Qu'est-ce qu'on va faire si on réussit? Et si on échoue? On n'est toujours pas certain de ce que l'on poursuit. » Aucune idée, non. J'avoue que j'ai du mal à me projeter moi aussi. J'aimerais rester avec vous dans un endroit agréable. Si seulement le cercle nous oublie ou passe à autre chose. Dans tous les cas, on pourra se réfugier ici, ça a l'air assez planqué. Une grimace naquit sur le visage du marin après qu'il ait bu une première gorgée de brouette. Son ami demeurant silencieuse, il reprit la parole. « Ciri, tu vas bien ?» La femme s'accorda un instant avant de répondre. « Je ne sais pas trop. Tu vois, quand tu parles de rester ensemble, eh bien... Julie et toi, vous avez l'un l'autre. Je ne retrouverai jamais ma petite sœur. Je ne fais que de penser à elle, je suis tellement en colère contre tout et tout le monde. Je crois que je ne vis que pour me venger de Vénilien. Et après ça,
Ce sera terminé. Ciri, le regard assombri, baissa le visage et sembla se renfermer un peu plus. Finn saisit sa main pour la tirer vers le centre de l'établissement. Qu'est-ce que tu fais? Affichant un sourire amusé, l'homme la fit tourner et bougea sur le rythme de la musique que crachait le petit dispositif musical. Récompense durement méritée, il arracha un rire à son ami lorsqu'il tenta de la faire pivoter avec style. Quelques gobelins, d'abord interloqués, se joignirent aux festivités, transformant la majeure partie du bar en piste de danse. Ciri, définitivement amusée, laissa tomber sa longue cape sur un tabouret pour se mouvoir avec plus d'aisance. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Finn, on n'a jamais dansé ensemble, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. Ce ne sera pas la dernière fois. La porte de la maison de Glouze s'écroula une nouvelle fois. Oh mais non, c'est pas possible, je viens juste de la réparer. Le gobelin s'avança vers Finn et Ciri, visiblement en colère. Il avait pris soin d'exprimer son mécontentement dans le ton de sa voix, mais il en avait gardé le volume suffisamment bas. Faites pas plus de bruit, Natacha dort déjà à l'étage. Débrouillez-vous pour vous installer quelque part. Pour ma part, je bosse sur mon invention de demain. Tâchez de ne pas me déranger. Tu n'as pas besoin de repos? Chuchota Finn. Nah, pas tant que j'ai des idées plein la tête. L'équipage du Cyriella prit place sur les gros coussins colorés et trouva le sommeil sans difficulté. Ciri ouvrit les yeux, ignorant totalement l'heure ou même le moment de la journée auquel elle se trouvait. Une agréable odeur, à la fois sucrée et épicée, lui parvint depuis l'extérieur de la bâtisse. Encore ankylosée par le sommeil, elle franchit l'encadrement désormais dénué de portes. Ses amis étaient installés sur le canapé, observant calmement la ville. Une petite table avait été installée devant eux, portant une carafe dont la transparence laissait voir une sorte d'infusion marron. Un tas de bringouilles accompagnait le breuvage posé à côté. Un peu à l'écart, on pouvait facilement sentir l'impatience de Glouze qui consultait sa montre à peu près toutes les 10 secondes. Un grand paquet fait de papier vulgairement ficelé était posé à ses côtés. On a encore au moins 30 minutes. Respire un peu. Merci, Natacha, mais j'ai attendu ce jour de gloire depuis des années avant ma naissance. Oh, d'ailleurs, où sont tes parents? Le gobelin ne répondit pas à la magicienne qu'il semblait ne plus écouter. Finn et cette dernière remarquèrent la présence de Ciri et l'invitèrent à s'installer avec eux, ce qu'elle fit sans attendre. L'infusion n'était pas si mauvaise, au moins elle se dispensait du goût étrange que tout ce qui provenait de ces lieux semblait avoir. J'attendais qu'on soit tous réunis. Je crois que j'ai une information importante à vous partager. Julie happa l'attention de ses amis. Hier, dans le trou d'inspiration de Glouze, j'ai entendu une nouvelle légende de la création. Enfin, je suis à peu près certaine que c'est ce dont il s'agissait. Une histoire de géants qui se font la guerre et dont le corps détruit crée le monde. Entendu? Qui te l'a raconté? Interrogea Finn. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que cette grotte murmure des choses, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qu'il est, c'est qu'il était précisément décrit 8 pierres. Des regards s'échangèrent brièvement. Puis Ciri et Finn semblèrent effectuer quelques calculs. Ils possédaient déjà 3 gemmes, celle du désert d'Ouro, celle de l'étrange monde sphérique et celle de la civilisation figée dans le temps. Vénilien, le petit frère de Ciri, avait toujours en sa possession celle de Lumélia. S'ils arrivaient à mettre la main sur la récompense de la civière, il ne manquerait plus que 3 autres pierres à découvrir. Tôt ou tard, on ne pourra plus l'esquiver. On a été plus ou moins chanceux jusque-là, mais... Pardon, trompé de personnage. Tôt ou tard, on ne pourra plus l'esquiver. On a été plus ou moins chanceux jusque-là, mais le fermoir nous dirigera directement sur le cercle de fer. La voix de Ciri était un peu rauque. On sera prêt. Est-ce que tu le seras, Ciri? On peut prendre le temps dont nous avons besoin, fit remarquer Julie. Je le suis depuis un moment déjà. Le petit déjeuner se poursuivit sans que le sujet ne soit de nouveau abordé. Bercé par le murmure du volcan et installé confortablement dans le canapé de Glouze, le groupe se réveilla avec douceur. Allez, c'est parti, on a déjà assez attendu. Je ne tiens plus en place. Mon heure de gloire a assez tardé. Le gobelin emprunta en premier l'échelle et fit descendre son paquet à l'aide d'une corde. L'équipage du Cyriella lui emboîta le pas. Les rues de la ville étaient bien moins actives que la veille.
Les seuls passants qu'ils croisèrent se précipitaient vers le giga-colisée. Déjà, le groupe entendait un brouhaha parvenir de ce dernier. Des trompettes semblaient retentir à intervalles réguliers, ainsi qu'une voix qui portait au-dessus du bruit ambiant pour annoncer des choses que la distance rendait indistinctes. Une dizaine de minutes plus tard, un garde armé d'un bâton que Ciri et Finn reconnurent laissa entrer le groupe. La totalité des gradins était remplie d'habitants de la ville souterraine. Des slogans, des encouragements et des chansons étaient hurlés à travers l'endroit. Une estrade avait été grossièrement aménagée dans le fond du Colisée pour l'occasion. Sur celle-ci était entreposée la ceinture rouge ornée de la précieuse gemme, ultime récompense du concours. Les annonces étaient prononcées par un gobelin portant un mégaphone bricolé qui déformait drôlement sa voix. Suivant une publicité pour une nouvelle brosse à chaussures en vente dans le magasin du coin qui soutenait l'événement, une annonce retint l'attention de l'assemblée et fit disparaître en partie le bruit ambiant. « Veuillez accueillir et faire un tonnerre d'applaudissements au grand Fizzgug !» Des centaines de petits êtres verts tapèrent dans leurs mains à l'unisson. Un nouveau gobelin, pas plus grand que les autres, entra dans le giga-colisée en compagnie d'une dizaine de gardes du corps à l'équipement farfelu. Tous équipés de ce qui ressemblait à des lunettes de plongée, ils possédaient également des objets qui devaient leur servir d'armes, bien qu'on leur aurait deviné un usage différent. Pelle pour les uns, parapluie pour les autres, en passant par quelques bilboquets, tel était l'arsenal de la protection rapprochée de Fizzgug. Celui-ci avait sa chevelure fixée vers le ciel, tenant sûrement à l'aide d'un gel ou d'une substance dont il avait le secret. Ainsi solidifiée, sa tignasse incarnait une fière colonne à la couleur dorée. Un puissant et solitaire sourcil surplombait deux yeux qui semblaient peiner à porter deux paupières volumineuses. Un gigantesque nez maintenait sa tête en place, en servant de contrepoids à son excentrique capillarité. Ses narines, sans cesse dilatées et ses lèvres légèrement relevées, donnaient au chef gobelin un air satisfait et suffisant. Il survolait de sa grâce l'ensemble de ses sujets. Au fur et à mesure de sa progression, ses titres et ses accomplissements furent criés par le gobelin au mégaphone. « Terrible jouteur du pommeau de douche, belâtre du dessous du ponton gris, charmeur d'abeilles et de vritisglong, maître poivre romancien, incarnation de l'esprit guerrier, dévoreur de pommes à main nue. » Fizzgug s'installa sur l'estrade après avoir multiplié les courbettes et autres saluts. « Gobelins et gobelines de tous horizons, de tous trous et terriers, gobelins et gobelines du monde entier, commença-t-il après s'être emparé du mégaphone. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de la Civière. La foule, pratiquement en délire, cria de plaisir et d'impatience. Le groupe de Glouze s'était installé à côté d'un banc, au niveau le plus bas des gradins. Sans plus attendre, je demanderai aux audacieux inventeurs qui souhaitent participer cette année de s'avancer et de présenter leurs inventions. Quelques secondes passèrent sans que personne ne se désigne. « Glouze, tu ne veux pas y aller ?» interrogea Julie. « Pas de suite. Il faut qu'il s'habitue à la médiocrité des autres avant que je l'éblouisse de mon génie. » Un gobelin, portant un ciré jaune, s'avança alors au centre du Colisée. Après un long discours relatant son parcours qui fit bâiller Fizzgug, il présenta la toute première eau déshydratée, permettant à n'importe qui d'obtenir de l'eau n'importe où, à condition de remplir le récipient d'eau. « Alors là, pas mal. Le niveau est élevé cette année, » fit Glouze. « Tu n'es pas sérieux ?» ?»« Dites-moi qu'il n'est pas sérieux. » Ciri, n'ayant pas obtenu de réponse en premier lieu, avait tenté de trouver du réconfort chez Julie et Finn qui étaient malheureusement trop captivés par la démonstration de l'inventeur. Fier et sûr de lui, il versa de l'eau dans un bocal, tendit ce dernier dans les airs en faisant un tour sur lui-même pour le présenter à un maximum de spectateurs. « Et voici, sous vos yeux ébahis, de l'eau !» Une véritable ovation fut offerte au gobelin qui exécuta quelques révérences. D'autres autoproclamés scientifiques, docteurs ou professeurs défilèrent. Ils présentèrent des objets et concepts au niveau du premier candidat. Après une sublime démonstration d'un tourne-poignée de porte, Glouze se décida. Le gobelin porta son paquet devant la foule excitée et l'estrade de Fizzgug. Sous le papier fut révélé ce qui ressemblait à un petit four. Devant la perplexité ambiante, l'inventeur prit la parole. « Je sais bien ce que vous vous dites en ce moment même. Ce n'est qu'un four, son truc, tout le monde en a un, c'est tout pourri. Eh bien, chers amis, noble Fizzgug, sachez que vous êtes dans une scandaleuse erreur.
Laissez-moi vous montrer le fabuleux pouvoir de ce four. L'attention était sans aucun doute captée par les paroles de Glouze, qui reprit. Oh, grand Fizzgug, faites-moi l'honneur de choisir une couleur qui vous sied. Je dirais pourprenelle, répondit le chef des gobelins d'une voix suraiguë. Vous avez choisi pourprenelle. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez bien fait. Quelques pressions de boutons et réglages de petites manivelles plus tard, Glouze prononça à haute voix « Pourprenelle !» Puis le four se mit à vrombir avant d'émettre un puissant ding. La petite porte frontale de l'objet s'ouvrit et cracha une bouée en forme de licorne d'un violet aux reflets orangés. Fizzgug inspira longuement, comme décontenancé. C'est... L'ensemble du Colisée était pendu aux lèvres du chef, y compris l'équipage du Ceriella qui s'était tout de même pris au jeu et qui gardait surtout à l'esprit que la gemme du fermoir de la déesse se jouait à cet instant précis. « C'est fabuleux !» L'ensemble des spectateurs acclama Glouze. Fizzgug surenchérit avec des mots que l'inventeur gobelin rêvait d'entendre. « Ce sera le gagnant de la civière. Nul ne saurait égaler un tel génie !» Le délire de la foule parvint à son paroxysme. Julie poussa des cris de joie pour féliciter son ami. Plusieurs participants se mirent à protester que leur tour n'était même pas venu, mais ils furent vite calmés par des gardes qui n'étaient visiblement pas là pour plaisanter. Fizzgug s'approcha de l'invention, en portant la récompense du tournoi à la main. « Voici pour toi, noble gobelin. Comment te nommes-tu » fit-il en lui tendant la ceinture rouge. « Je suis l'humble Glouze. »« Eh bien, mon blond Glouze, pour faire preuve d'un tel génie, vous êtes sûrement un cousin éloigné de ma famille. » Alors, techniquement, très éloigné, genre très éloigné, oui. Mais ma pote Brutilda est calée en généalogie, et mon cousin le plus éloigné, c'est Tic-Tic, et ça fait belle lurette qu'on l'a perdu de vue. Alors je veux pas, vous. Ah ah, que de paroles coupa Fizzgug, qui ne souhaitait pas être contredit. Présentez-moi plus en détail ce sublime four à licorne. Le gagnant de la civière s'empara de la récompense du concours, l'accrocha autour de sa taille et se mit à expliquer de pointilleux détails sur son invention. Julie, Finn et Ciri rejoignirent Glouze pour le féliciter. Celui-ci se pavana avec sa nouvelle ceinture. « Bleu canard !» L'inventeur se figea. Son visage pâlit en un instant. Le four se mit à vrombir une nouvelle fois. « Vous n'avez pas dit bleu canard, hein ?»« J'ai tout à fait dit bleu canard !» répondit Fizzgug avec une once de fierté. « Oh non, pas bleu canard !»« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ce bleu canard? C'est grave ?» interrogea la magicienne. « Tout, mais pas bleu canard! Qui choisirait un bleu canard dans l'univers? Bleu ciel, bleu biscotte, bleu banane ou bleu, mais pas bleu canard !» Vibrant maintenant suffisamment fort pour effectuer de petits bonds, l'invention semblait s'emballer. Puis elle se reposa, totalement immobile sur le sol, dans un instant suspendu. Une avalanche de ding se mit alors à retentir, avant que la porte du four ne s'ouvre une nouvelle fois, crachant une flamme digne d'un dragon qui vint carboniser les cheveux de Fizzgug. Ce dernier ne dit mot et se mit à trembler. Une ribambelle de gardes armèrent leurs bâtons et se dirigèrent vers le petit groupe. Ciri eut à peine le temps de renverser l'estrade, plutôt légère, pour se créer un abri avant qu'une salve d'éclairs ne vienne la percuter pour y laisser des trous d'une taille non négligeable. « Julie !» L'interpellation de Finn suffit à la magicienne pour comprendre ce qu'elle devait entreprendre. L'instant d'après, un portail s'ouvrait en direction du Ceriella. Ciri et elle y sautèrent sans attendre alors que les gardes étaient sur le point de renouveler leur tir. Le capitaine du navire cria cette fois à l'attention de Glouze. « Ne reste pas là, saute, toi aussi !» Le gobelin, d'abord hésitant, finit par tapoter l'épaule de Fizzgug, qui n'avait toujours pas bougé, puis bondit dans le portail en compagnie de Finn. Le Ceriella s'éloigna de l'île volcanique sous un temps bien plus clément. Tic avait été ravi de revoir le visage de Glouze qui avait gardé un air déconfit pendant près d'une heure. Il profita d'un regain de vitalité et de contentement quand la magicienne du navire lui rappela sa victoire ainsi que l'ovation qu'il avait reçue de la part de la foule. Après tout, ce n'était pas de sa faute si Fizzgug avait choisi la mauvaise couleur. « Ouais, mais j'imagine que ça va être compliqué pour moi d'y retourner pendant quelques décennies, » avait conclu le gobelin. Dans la même journée, l'équipage avait choisi de faire une halte en pleine mer d'huile. La vue pleinement dégagée leur permettrait de voir n'importe quel navire en approche et de pouvoir ainsi réagir au plus vite. Réunis sur le pont, les deux capitaines, Julie et Glouze,
firent longuement le point. Ce dernier accepta de rejoindre l'aventure, n'ayant plus d'autres projets en tête, ni d'endroit où se rendre. Si vous trouvez un moyen de l'extraire sans abîmer le reste, je vous la donne volontiers. Ciri approcha le fermoir de la déesse de la ceinture du gobelin. La lumière distinctive de l'artefact parcourut la nouvelle pierre qui se détacha sans encombre et vint se fixer au fermoir de la même manière que les précédentes gemmes. L'objet perdut en luminosité brièvement, jusqu'à ce que l'éclat se ravive et pointe une nouvelle direction. Glouze parut fasciné. « Plutôt pratique, votre truc. » Et c'est la fin du chapitre 2, la fin du chapitre La civière. Ça sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. C'était trop marrant. C'était trop marrant. Ok, bon bah, moi qui m'attendais à une ambiance peut-être un peu glauque et horrifique de nouveau, on est passé sur quelque chose de diamétralement opposé, de très haut en couleur, fantaisiste, absurde, fun. Donc c'est vraiment cool aussi. Encore une fois, ça me rappelle l'ambiance des jeux de rôle les plus endiablés que j'ai pu avoir avec l'auteur. Donc moi j'aime beaucoup cette ambiance. Et je trouve que c'est hyper entraînant en fait. C'est ça qui est trop cool, c'est hyper entraînant. J'aime bien les univers où... comment dire je trouve ça pas facile à faire. Un univers où les règles peuvent être autant... sembler autant absurdes, mais où ça fonctionne quand même et où t'es quand même pris dans le truc. Je pense que ça a beaucoup à faire avec la description des lieux et la personnalité des personnages. Parce que c'est vraiment la personnalité des gobelins et de Glouze qui donne un petit peu l'ambiance de cet espace, de ce lieu, de cet univers, et donc de ce chapitre, et de se dire, ok, dans ce segment de l'histoire, la logique du monde va être la logique un petit peu absurde des gobelins, etc. Donc je pense que ça joue pas mal sur les personnages et que c'est vachement bien fait là-dessus. Et ouais, non, franchement, j'ai vachement kiffé. J'ai vachement kiffé. Je peux rien dire d'autre, quasiment. Euh, on en apprend un peu plus sur ce qu'est le fermoir de la déesse. Ça, c'est très cool. J'aime beaucoup l'invention, le délire là, des légendes. J'aime beaucoup aussi le délire de... l'air de rien, il se passe beaucoup de sous-intrigues, ce qui est intéressant. Ça passe beaucoup de l'un à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, il y a souvent des intrigues simultanées où on suit deux groupes de personnages différents. Là, d'avoir ça, plus des passages très fun comme le concours La Civière ou comme la création par Glouze et ainsi de suite de son invention, avec des moments un peu plus aventure, un peu plus sérieux et aussi un peu plus graves, comme Ciri qui se pose des questions, comme Julie qui découvre ces fameuses légendes et du coup on découvre qu'il y a a priori une espèce de cosmogonie à l'univers d'Esoteria qui va être exploré par l'histoire, donc c'est cool aussi ça, j'aime beaucoup que ça s'inscrive dans une sorte de mythologie comme ça. Donc voilà, le fait qu'il y ait, encore une fois, c'est marrant parce que c'est une particularité qu'on avait à cœur de maintenir, d'entretenir avec Julien quand on faisait un jeu de rôle ensemble. C'était que à chaque partie, ça puisse être dans des formats complètement différents. Qu'à chaque partie, on puisse partir dans de la fantasy, du fantastique, de l'horreur, de l'aventure, de l'action, avec des thèmes et des genres complètement différents. Et je retrouve vraiment ça. Et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans des textes, dans des romans. Je trouve pas que c'est quelque chose qu'on voit énormément dans des romans. Le fait de mélanger plusieurs genres à ce point,
de se permettre à ce point autant de liberté sur le genre, sur le format, sur les thèmes, et de s'amuser à amalgamer tout ça pour faire un truc un peu unique. Après, c'est vraiment pas facile de mélanger tout ça pour que ça reste cohérent et pour que ça fasse une histoire intéressante et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est plutôt réussi ici et moi je suis complètement dans l'ambiance, j'aime beaucoup. Euh, Encore une fois, allez, pour vous prouver ma bonne foi, pour vous prouver que je dis pas que du bien parce que c'est un copain. Euh, Petit, encore une fois, bémol sur l'orthographe, mais ça j'en ai déjà parlé la fois précédente. Il y a quelques coquilles qui se glissent de ci, de là. C'est pour ça aussi des fois que vous m'avez vu peut-être tiquer un peu sur certaines phrases. Il y a parfois des phrases où il y a des petites coquilles, des petits mots parasites qui se sont glissés ou quoi que ce soit. Ou des lettres manquantes ou ce genre de choses. Bon, ça c'est un peu dommage. Et puis, je dirais, mais c'est encore anecdotique, on va dire, même si ça, à mes yeux, ça nuit un peu à l'expérience de lecture, mais à la limite, c'est pas l'important de l'histoire. Euh, Maintenant, vraiment sur l'histoire, voilà, si je dois faire un petit bémol, c'est que, en fait, je m'en suis rendu compte même avant d'y arriver. À un moment, j'ai vu le nombre de pages auxquelles j'étais, et je me suis dit, ah, mais il reste que ça en pages, ça va aller super vite. Et en effet, je trouve que la résolution euh, est un petit peu speed. Un petit peu speed. J'aurais bien aimé que le concours dure un peu plus longtemps, que peut-être on voit davantage d'inventions, que peut-être il y ait des retournements de situation ou des péripéties pendant ce concours en mode quelqu'un fait une invention incroyable et du coup on a vraiment peur que Glues ne sache pas l'emporter ou que sais-je encore. Voilà, que ça crée un petit peu une tension supplémentaire ou un truc comme ça. Parce que là, on a l'impression que Glues arrive, rafle complètement la donne avec, avec une invention très drôle et une manière de faire foirer l'invention très drôle elle aussi. Mais du coup, voilà. Peut-être le petit bémol, c'est que c'est un peu rapide, un peu facile et pareil, euh, même si ça s'envenime parce que la machine se détruit, etc. Le fait qu'ils invoquent un portail pour se téléporter et qu'ils partent aussi rapidement, je trouve que c'est un peu facile du coup comme manière de s'échapper. Après, c'est sûr que avec 8 gemmes à récupérer en tout, bah, va falloir speedrun un petit peu quoi. Donc c'est peut-être là aussi un danger du scénar quelque part, c'est que peut-être avec 8 gemmes il faut un petit peu rush quoi. Je sais pas. Mais ouais, je trouvais que c'était un petit peu trop rush pour le coup. D'ailleurs, je me rappelais pas que c'était autant une mécanique mise en place dans le tome 1. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal percuté au tome 1. Mais ce système de portail magique de Julie qui leur permet de se téléporter directement sur le Cyriella, c'est toujours le genre de mécanisme avec lesquels j'ai du mal parce que la téléportation ou ce genre de d'outils, ça permet tellement de choses euh, entre guillemets trop gratuites, je dirais, ou trop faciles à mettre en place. Donc c'est vrai que là, ça fait un peu solution de facilité, je trouve, mais je me rappelle plus si c'était aussi central dans le tome 1, ça me parle pas. Mais bon, voilà, c'était les petits bémols que je pouvais dire sur l'histoire. Ceci étant dit, je suis très heureux que Glues rejoigne l'équipage. Ça me régale. Ça me régale de fou. Je pense que Julien s'est rendu compte. Je sais pas s'il l'avait prévu dès le début, ça serait intéressant de savoir. Mais je pense qu'il s'est rendu compte avec le tome 1 que Glue, ça devait être l'un des personnages que les gens ont le plus kiffé, je sais pas. Je sais pas si ça s'est fait dans cet ordre-là ou si c'était déjà prévu de longue date pour lui. Mais ouais, Glue, je suis trop content qu'il rejoigne l'équipage. Et c'était vachement marrant de faire toutes les voix de ce peuple gobelin. J'espère que je vais savoir continuer à interpréter Glue un peu tout au long de l'histoire parce que maintenant qu'il rejoint l'équipage, ça veut dire que je vais devoir faire des voix un petit peu demandante physiquement dans les cordes vocales, etc. de manière fréquente. Donc plus je dois le faire fréquemment, et plus c'est dur à tenir. Mais bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire. En tout cas, ça me fait trop plaisir qu'ils rejoignent l'aventure. Voili voilou. Écoutez, comme je le disais, j'ai l'impression que pour chaque chapitre, on peut un peu imaginer qu'il s'agit d'un nouveau voyage. Donc, je vous tease un petit peu en vous disant que lors du prochain live, le chapitre 3 s'intitule Le mont Roctan. Donc nous irons certainement en direction de ce mont Roctan.
Et puis, en effet, c'est une réflexion que je m'étais faite. Et je suis heureux de voir que les personnages ne sont pas forcément idiots et qu'au contraire, eux-mêmes se font la réflexion dans le récit. Je m'étais fait la réflexion de Ciri de s'ils veulent toutes les gemmes, il y a forcément un moment où ils vont devoir recroiser la route de Vénilien et où ils vont devoir récupérer sa gemme. Donc ça, pareil, je trouve que c'est habilement amené par l'auteur et je trouve que les rappels au tome 1 sont suffisamment parlants pour nous resituer bien l'histoire, donc c'est vachement cool ça. Et c'est quelque chose que je trouve pas forcément toujours très réussi, encore une fois, dans une saga. Donc très cool que les rappels du tome 1 dans le tome 2 soient aussi clairs et aussi logiques. C'est logique que Ciri se fasse cette réflexion-là et se dise, bah de toute façon on va devoir récupérer une pierre qui appartient à mon ennemi, donc voilà, c'est logique. Et c'est cool que ce soit logique et cohérent. Bref. Merci à tous ceux qui auront suivi ce live sur Twitch ou cette rediffusion sur YouTube. Je vous invite, si vous êtes sur YouTube, comme d'habitude, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo et de la lecture, bien entendu. N'hésitez pas à commenter la vidéo encore plus abondamment, je dirais, que d'habitude, étant donné que Mirani, l'auteur Julien, va certainement passer jeter un œil aux commentaires. Donc si vous avez des retours à lui faire, n'hésitez pas. Si vous voulez lui faire des retours plus précisément, je rappelle que dans la description de la vidéo se trouvent les liens de son Facebook, de sa page auteur Amazon, de son Instagram. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer, à faire ce que vous voulez de cette vidéo. Ça m'aide forcément. Et puis voilà, on est bon. Comme je vous le disais, de fortes chances que ce soit un live tous les 3 jours. Mais je vous tiens au courant sur les réseaux. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye.